La victoire d'étape lâchée, Laurent Belay. C'est gentil Thierry, par contre. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaque d'Andy Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des Commissaires des courses. Aujourd'hui, nous poursuivons donc notre série d'émissions thématiques d'intersaison et aujourd'hui, nous consacrons le sujet à l'une des révélations de cette saison qui a vu la domination des Britanniques sur les 3 grands tours. Nous allons étudier aujourd'hui le cas de Simon Yates qui a remporté la Vuelta. Voilà, pour aborder ce sujet avec nous, donc se trouve Baptiste. Salut Max, salut à tous. Daniel. Salut à tous. Et Noé. Salut. Voilà, bonsoir cher commissaire. Bien, donc effectivement on a vu un Simon Yates assez étincelant tout au long de l'année, ou presque, on y reviendra. D'ailleurs, il termine la saison, je crois, à la première place du classement UCI, ce qui témoigne de sa solidité. Il a remporté la Vuelta de bien belle manière. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un coup qui sera sans lendemain ou une domination qui va se confirmer dans les années à venir. Voilà. Noé, je sais que tu suis d'un peu plus près ce coureur, tu apprécies son style, donc je ne sais pas si tu veux peut-être commencer par nous donner tes impressions. Pourquoi pas, oui. J'aime beaucoup ce coureur parce que c'est un coureur offensif qui n'hésite pas à aller de l'avant. Et il m'a beaucoup intéressé cette année particulièrement, déjà parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. On pensait sûrement que son frère Adam Yates serait plus fort, en tout cas sur les grands tours que Simon, et on a vu le contraire se produire. Et il m'a aussi beaucoup intéressé dans sa gestion tactique parce que c'est pas un coureur uniquement physique, mais on sent qu'il y a une grosse part de tactique chez lui et une tactique qui ne fonctionne pas forcément. Sur le Giro, on a vu qu'il voulait prendre de l'avance au maximum sur toutes les étapes qui lui correspondaient le mieux, donc les étapes qui étaient plus pour les punchers. Et parce qu'il ne savait sûrement pas comment il allait réussir à intégrer l'ensemble de cette course et comment il allait accumuler les différents jours de montagne. Et au final, c'est une stratégie qui n'a pas été payante pour lui. Du coup, sur la Vuelta, il a rectifié le tir, il a été un peu plus prudent, mais il a su bien tout gérer tout le long des 3 semaines. Donc c'est pour ça que c'est un coureur vraiment intéressant sur sa gestion de course, en plus évidemment de ses qualités physiques. C'est vrai qu'on a vu deux grands tours très très différents dans son déroulé pour lui. Est-ce que toi, Baptiste, tu as regardé aussi cette même bonne impression sur le coureur? Oui, je trouve que autant son Giro pouvait poser question parce qu'on pouvait se dire il a peut-être raté un peu la chance de sa vie, il a peut-être raté le coche en ayant tant dominé puis en s'étant écroulé si violemment. Mais je trouve que le fait qu'il ait confirmé sur la Vuelta et même qu'il ait progressé sur la Vuelta tend à faire penser que c'est pas un coup d'un an et que alors peut-être il a eu les jambes de sa vie cette saison, mais il est quand même assez jeune et j'ai du mal à croire qu'il puisse vraiment régresser dans les saisons à venir. Je pense plutôt que c'est devenu vraiment une grosse référence pour les grands tours parce que ce qui est intéressant, je trouve, sur sa Vuelta par rapport à son Giro, c'est qu'il a été plus dans la gestion. Là où au Giro, vraiment, il a tout donné pour vite prendre de l'écart et peut-être il s'est un peu brûlé les ailes aussi. Sur la Vuelta, on l'a vu plus monter en puissance progressivement, être même les 10 premiers jours, pas toujours dans les tout meilleurs. Je me rappelle d'une étape où il est un peu derrière, ou alors qu'on est surpris parce que 2 jours avant, il avait récupéré un peu de temps, etc. Et au final, il termine très fort et sur la grande étape de montagne, la veille de l'arrivée à Madrid, il est clairement le plus fort du lot. Donc,
je trouve que voilà, le fait qu'il ait réussi à confirmer sur la Vuelta ce qu'on avait déjà vu au Giro mais qui avait été inachevé, et qu'il ait remporté, en plus c'est très important, on le sait, hein, de valider, c'est-à-dire de gagner un grand tour, et tout de suite pour la confiance, pour le fait de refaire ça à l'avenir, c'est beaucoup plus simple parce que on sait ce que c'est, on a déjà réussi à le faire, à protéger un maillot, à l'amener jusqu'au 21e soir. Je pense vraiment que Simon Yates a de l'avenir, et ça m'étonnerait vraiment qu'il n'en remporte pas d'autres, quoi. Toi, Daniel, tu le vois aussi en remporter d'autres plus tard? Ouais, alors Simon Yates, ce n'est pas du tout un coureur que je porte dans mon cœur, je préfère le dire d'emblée. Après, effectivement, je pense que cette saison, il a franchi un palier, un sacré palier, comme l'indiquait Baptiste. En plus, après sa désillusion du Giro, c'est quand même fort de rebondir 2 mois plus tard et d'aller remporter un grand tour. Enfin, c'est pas donné à n'importe qui, donc c'est clairement impressionnant. J'ai fait une petite statistique sur le nombre de top 5 obtenus par les principaux coureurs, que ce soit sur la saison ou sur les grands tours. Bon, je vais vous la donner pour les grands tours. Simon Yates, il a fait 12 top 5, dont 8 sur le Giro et 4 sur la Vuelta. Thibaut Pinot, il a fait 8 top 5 sur un grand tour cette année. Valverde, il a fait 7 top 5 sur un grand tour, et Lopez, il a fait 8 top 5 sur un grand tour. Donc on voit bien que Simon Yates se situe quand même largement devant. Et franchement, c'est pas rien, quoi. Et ça en fait quasiment, on va dire, le meilleur grimpeur, ou en tout cas le grimpeur de référence de la saison. Après, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il vaut en haute montagne, puisque cette année, on n'a quand même pas, sur les 2 grands tours qu'il a couru, il n'y a pas eu beaucoup de haute montagne. Je ne sais pas si vous avez une idée de son niveau en vraie haute montagne. Est-ce que ça peut être une faiblesse à l'avenir? Alors, c'est aussi donc le fait, si j'ai bien compris, parce qu'il est su rebondir après le Giro, que vous partez sur cette impression. J'imagine que s'il avait fait l'inverse, il avait remporté le Giro et s'être effondré à la 8e étape de la Vuelta, vous ne diriez peut-être pas la même chose. C'est peut-être un peu circonstancié. Est-ce qu'il a bénéficié peut-être d'une fenêtre de tir favorable sur la Vuelta? Je me fais un peu l'avocat du diable sur ce coup, parce que je vois que finalement vous êtes presque unanime sur le coureur. Donc on reprend avec Noé? Oui, je pense qu'il a fait bénéficier d'une fenêtre de tir favorable, mais il a su saisir cette occasion, il a su même la provoquer. C'était certes, il n'y avait pas tous les leaders au sommet de leur forme, mais lui a su viser la Vuelta comme unique objectif de fin de saison, et du coup être un leader au sommet de sa forme. Il n'a pas visé les championnats du monde après, on l'a très bien vu. Il n'a pas eu d'autres objectifs comme le Tour de Lombardie. Son objectif de fin de saison, c'était uniquement la Vuelta, et il a eu depuis le Giro tout le temps depuis le Giro pour s'y préparer. Il n'a pas fait le Tour, il n'a pas fait d'autres. Enfin, il a pu s'y préparer pleinement, donc il a su créer cette occasion qui lui a permis ensuite d'être le leader le plus fort et le plus actif sur la Vuelta. On dit que la chance sourit aux audacieux. Là, c'était un petit peu ça pour lui, je pense. Il a été intelligent aussi dans sa gestion de saison et pas uniquement dans ses gestions de course. Alors, est-ce que ça relativise pas quelque peu sa victoire à ce moment-là, sachant que c'était l'un des rares leaders à avoir vraiment coché la Vuelta sans avoir le championnat du monde en arrière-pensée? Daniel? Ouais, je sais que certaines personnes aiment toujours relativiser les plateaux présents, les états de forme des uns et des autres. Si c'était si facile, d'autres auraient pu en profiter pour la remporter, cette Vuelta, parce que c'est pas une occasion qui se présente souvent, et j'en connais certains qui ont laissé passer l'occasion de leur vie et qui s'en mordront les doigts probablement jusqu'à la fin de leur carrière. Et puis tu parlais de la haute montagne, Max, tu as raison de dire que sur la Vuelta il n'y en avait pas beaucoup, et que c'est précisément quand on est arrivé en haute montagne que Simon Yates a coulé sur le Giro. Maintenant, Simon Yates n'a pas commencé à briller sur les grands tours cette saison, même si on ne l'avait jamais vu à ce niveau-là, c'est vrai, mais je rappelle quand même que l'an dernier il fait 7e et maillot blanc du Tour de France. Maillot blanc, ça veut dire que donc il était suffisamment jeune pour y concourir. Il fait déjà 6e de la Vuelta en 2016. Voilà, il n'est pas, c'est pas un novice dans la haute montagne. Alors, on l'a pas vu faire de grands numéros en haute montagne, c'est vrai, sur ces 2 grands tours, et on l'y a pas vu afficher le même niveau jusqu'à présent. Maintenant, on l'y a avec ce que je viens de dire sur ses résultats, notamment sur le Tour de France l'an dernier, on sait qu'il est capable de suivre et de à peu près y limiter la casse. Surtout, ce que je trouve intéressant avec Simon Yates dans sa façon de courir, c'est qu'elle est tout à fait adaptée
au cyclisme tel qu'il est aujourd'hui. Simon Yates a une arme redoutable, c'est qu'il a un très bon démarrage. Rappelez-vous cette étape du Giro qu'il remporte justement, qu'il laisse à Chavez et sur lequel il revient, où il y a tout un tas d'attaques, c'est sur l'Etna si je ne dis pas de bêtises, il y a tout un tas d'attaques un peu pas téléphonées, mais disons qu'ils ne font pas de différence entre les principaux favoris, c'est un peu le festival, et là d'un coup Simon Yates en met une, et c'est le vide quoi, c'est-à-dire que personne peut le suivre, et il met un trou hyper rapide. Et ça, on l'a vu faire plusieurs fois sur le Giro, on l'a revu faire sur la Vuelta un petit peu aussi, et c'est très fort parce que c'est pas qu'il arrive à prendre 2 minutes aux autres, mais c'est qu'il arrive à les sortir de sa roue, et on sait que c'est ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui en montagne, notamment sur les grands tours, à prendre 20 secondes comme ça et à les garder ensuite, à arriver à garder le tempo. On l'a vu plusieurs fois faire ça. Et ça, cumulé plusieurs fois, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour gagner du temps en montagne en fait. On s'en rend compte souvent sur les grands tours que les mecs arrivent pas trop à se lâcher les uns les autres et qu'ils se suivent et que du coup il y a des regroupements, que des mecs reviennent de l'arrière, etc. Simon Yates, lui, il arrive à faire ce genre de petites différences mais qui, cumulées les unes après les autres, peuvent finalement faire une vraie grande différence, et c'est comme ça qu'il a remporté la Vuelta. Donc je trouve qu'il n'a pas besoin en fait d'être au-dessus du lot. Grâce à cette arme-là, il n'a pas besoin d'être très fort en haute montagne, d'être meilleur que les autres. S'il se contente de suivre, puis derrière, avec son jump, de faire la diff, ça lui suffit. Et je trouve que c'est comme ça qu'il pourrait gagner d'autres grands tours. Et le simple fait qu'il ait déjà réussi à en gagner un va lui faire du bien. Pour moi, il me fait beaucoup penser à un espèce de Joaquin Rodriguez qui, lui, n'avait jamais réussi à gagner de grands tours. Mais voilà, c'est un peu un Purito qui réussit, Simon Yates. Ouais, non, mais c'est super intéressant ton angle d'analyse par rapport à comment sont courues les étapes de montagne sur les grands tours. Effectivement, il y a toujours des équipiers pour contrôler jusqu'aux 2, 3, 4 derniers kilomètres. Et c'est le moment où Simon Yates est capable de gicler et de maintenir son écart, même si c'est 15 secondes ou 20 secondes plus quelques bonifs. Quand tu fais ça 2-3 fois, tu arrives à 2 minutes d'avance. Et donc, effectivement, c'est une arme redoutable dans la configuration actuelle. Et d'ailleurs, il a aussi une autre arme, enfin, qui n'est pas une arme, mais qui n'est pas une faiblesse, c'est le contre-la-montre. Pour un coureur de son profil léger, puncher, etc., on s'attend à ce qu'il soit faible en contre-la-montre et qu'il y perde beaucoup de temps. Eh bien non, par rapport à la plupart des autres grimpeurs, il les devance, il limite la casse par rapport aux spécialistes. Alors non, il ne va pas aller gagner un contre-la-montre plat de 40 bornes, mais il est capable de finir dans le top 15 ou le top 20, en tout cas de faire des performances tout à fait potables, pendant que d'autres purs grimpeurs vont laisser 3-4 minutes ce jour-là. Donc je pense que c'est aussi un élément qui peut avoir son importance pour l'avenir. Oui, Noé. Pour prolonger sur cette question du contre-la-montre, je crois que c'est même le bon coureur de la bonne équipe, Simon Yates. Parce que justement, comme on le disait, en montagne, il n'a pas besoin d'avoir un gros train pour pouvoir ensuite faire la différence. Et en contre-la-montre, il est dans une équipe qui connaît très bien l'exercice du contre-la-montre, une équipe qui sait gérer ses efforts chronométrés, une équipe qui a cette science-là. Et la Mitchelton Scott est une équipe quand même qui connaît bien le contre-la-montre. Et donc... Je pense qu'il est dans la bonne équipe justement pour pouvoir réussir à progresser, pour pouvoir réussir à remporter ces grands tours comme il l'a fait cette année avec la Vuelta. Vous pensez que même pour une course comme le Tour de France, où là les contre-la-montre et individuels et par équipe peuvent avoir une plus grosse importance parce que tout le monde aligne finalement le meilleur effectif, vous pensez que Simon Yates est assez bien armé pour ce genre de défi sur le Tour de France, par exemple, Baptiste? Tu as raison de soulever la question du Tour de France, parce que clairement, c'est l'interrogation qui vient. Voilà. Pour moi, Simon Yates, c'est vraiment devenu un candidat déclaré au Tour de France et une valeur étalon pour les grands tours. Mais il reste effectivement l'interrogation de est-ce qu'il peut avoir ce niveau-là sur une grande boucle et aussi sur la grande boucle, comme sur le Giro et la Vuelta, jouer la gagne. J'ai pas la réponse à cette question. C'est vrai que le Tour de France est une course différente, qui s'aborde différemment, qui se court différemment, où tout le monde est à son meilleur niveau et où ces dernières années le parcours est très difficile en montagne. Donc à voir s'il a vraiment la capacité. Mais je rejoins Noé sur le collectif. Je trouve que c'est très important aussi dans le cas de Simon Yates. Il a une très bonne équipe.
Il a une très bonne équipe, y compris en montagne, je trouve. Il y a des super coéquipiers chez Mitchelton qui peuvent l'accompagner. Le premier auquel je pense, c'est son frère, tout simplement, son frère jumeau, qui a joué un grand rôle à Yates sur la Vuelta, notamment. Sur le Giro, on a eu un très fort Jack Egg, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a des vieux grognards à la Roman Kreuziger qui sont capables de tirer aussi de sacrés relais en montagne, de contrôler l'équipe, etc. Il s'en va, Daniel, c'est ça que tu dis? Ouais. Oui, il part. Bon. Et en tout cas, cette saison, il a été, notamment sur le Giro, il a joué un grand rôle. Et aussi, et c'est très important, on parlait du chrono et du chrono par équipe. La Mitchelton est une grosse équipe en chrono par équipe. Et sur le Tour de France, notamment, c'est un atout non négligeable demandé à Romain Bardet. Oui, non, c'est vrai, mais même si, entre guillemets, par rapport aux années où ils remportaient les contre-la-montre par équipe, ils ont perdu un peu de leur superbe. Mais c'est une équipe quand même de vieux briscards, de vieux grognards qui a vraiment de l'expérience, que ce soit pour gérer des contre-la-montre par équipe et même des étapes de montagne, même si ce ne sont pas des coéquipiers du calibre de la Sky. Mais oui, il y a de quoi faire et il est bien entouré, effectivement. Et c'est sûr que son frère jumeau, le jour où il a besoin de lui, il donnera tout. Il n'aura pas des arrière-pensées comme peuvent l'avoir d'autres coureurs dans d'autres équipes. Et comme moi je pense par exemple au frère Schleck, pour qui voilà, il y avait quand même parfois on avait plus l'impression que c'était un frein qu'autre chose qu'il soit frère. Et d'ailleurs le meilleur tour de Andy c'est quand Franck se pète la clavette dans les pavés, c'est pas du tout un hasard. Là, on n'a pas du tout ce sentiment-là, je trouve, avec les frères Yates. On a vraiment le sentiment qu'ils tirent dans le même sens et que voilà, quand il y en a un qui est au-dessus de l'autre, il y a pas de problème pour le peut-être parce que c'est parce qu'ils sont jumeaux, je sais pas, mais en tout cas voilà, il y a pas un rapport d'aîné à cadet, peut-être, ça les aide peut-être, mais en tout cas, je trouve qu'on sent pas du tout ce même genre de frein en fait qui pouvait exister entre les Schleck. Mais au-delà du cadre des deux frères, des deux Yates, c'est aussi Simon Yates qui sait gérer ce rôle de leader et qui sait gérer ses coéquipiers. On l'a vu sur le Giro, justement, où il laisse la victoire à Esteban Chavez sur la première étape de montagne. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a quand même fait. C'était sûrement avec l'arrière-pensée que Esteban Chavez lui rende l'appareil après dans le Giro et l'aide sur les étapes de montagne. On a vu que donc au-delà de son frère, il sait gérer ses coéquipiers et il sait pouvoir donner quand il faut pour ensuite recevoir. Et c'est aussi une vraie force chez lui. Après, j'aimerais revenir aussi sur le Tour de France et donc sur la question posée par Max, parce que j'ai une crainte, je pense qu'il ne pourra pas gagner le Tour de France l'an prochain, et j'ai une crainte d'ailleurs pour Simon Yates, c'est que donc on a vu qu'il avait explosé sur l'avant-dernière grosse étape de montagne sur le Giro, et on a eu un épisode assez surprenant sur la 20e étape de la Vuelta aussi, où Simon Yates est revenu à quelques secondes, je crois, des deux leaders qui étaient devant lui, dont Enric Mas et je ne sais plus qui était le deuxième, et il a stagné pendant un certain temps derrière eux, et ensuite il a perdu à quelques secondes de kilomètre en kilomètre sur les leaders, et on se demandait s'il était vraiment au top de sa forme sur sa dernière étape, s'il n'allait pas craquer à un moment. Au final, il n'a pas craqué. Est-ce que c'était du bluff? Est-ce que c'était un problème de jambes? Est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas gérer les 3 semaines intégralement et que sur la fin, sur les dernières étapes, il a une petite carence, un petit problème à un niveau? Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, pour le Tour de France, ça pourrait être beaucoup plus embêtant que sur le Giro ou la Volta, je pense. Moi, j'ai l'impression que c'était plutôt de la gestion, et qu'au contraire, cette Vuelta a été globalement, y compris sur cette dernière étape, où plutôt que de se péter le caisson à essayer de revenir sur les mecs devant, il a fait la montée à son rythme. Il savait que de toute façon, en faisant ça, il gagnait la Vuelta. Moi, je trouve que sa Vuelta a été un modèle de maîtrise sur 3 semaines. À aucun moment, il a pris le maillot, il l'a rendu, il l'a repris, il s'est pas trop dévoilé, il est monté en puissance tranquille, il a répondu présent sur la dernière étape la plus difficile. 2 jours avant, il part très tôt dans l'ascension finale sur une étape où on pensait qu'il se passerait pas grand-chose et c'était le bon coup à faire, etc. Franchement, pour moi, c'était vraiment sans faute ce Tour d'Espagne. Du tableau noir. Moi, la question que je me pose un peu, c'est que, bon, sur la Vuelta, effectivement, il a tenu les 3 semaines sans souci, apparemment. On sait que le Tour est couru de façon un peu plus usante, un peu plus exigeante, que le rythme est plus élevé. Est-ce que, par exemple, la semaine ou les 10 jours de plat courus à rythme élevé, est-ce que ça peut lui être préjudiciable, comme ça l'était jadis pour les Colombiens qui ne supportaient pas ça? On a vu sur ce Tour quand même déjà les supposés purs grimpeurs quand même relativement en souffrance. J'ai l'impression dès les premières étapes de montagne, comme s'ils avaient plutôt mal encaissé la
la première grosse semaine de plat. Hein. Les Quintana, Bardet, les plutôt poids-plumes, on va dire, ont eu du mal à passer ça. Alors, est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que c'est la raison profonde? Oui, ça peut aussi causer des problèmes à Simon Yates. On l'a pas encore vu, par exemple, dans une épreuve de bordure, sur un grand tour, voir comment il pourrait passer ce type de défi. Voilà. Peut-être juste pour terminer, puisque bon, je non, vois juste, tellement. juste Oui, puisqu'on parle de, non, juste un mot là-dessus. Et par ailleurs, il craque sur le Giro, qui a été un Giro très éprouvant. Où les 2 premières semaines, il n'y a eu aucune étape tranquille, il y a eu du mauvais temps, il y a eu beaucoup de trajets avec les étapes en Israël, etc. Et voilà, effectivement, ça ajoute un peu d'eau à votre moulin sur le fait que peut-être il aurait du mal à un rythme très soutenu pendant 3 semaines, comme on peut le trouver sur le Tour et parfois aussi sur le Giro. Et justement, quand on voit ça, on va dire peut-être ces petits problèmes de récupération, hein, pour résumer, et ajouter à ses capacités de démarrage, est-ce qu'il ne devrait pas se tourner quelquefois aussi sur des courses d'un jour, sur une flèche wallonne, sur des parcours de ce type-là, finalement? Je suis d'accord avec toi et je pense que c'est la question peut se poser pour beaucoup de coureurs de grand tour. Finalement, oui, c'est vrai. Oui. Très bien, je vois qu'il y a un consensus assez général là-dessus. Écoutez, on verra bien. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous le voyez faire l'année prochaine? Est-ce qu'on a déjà une idée vague de son programme, pour commencer? Il me semble Je ne pas. crois pas qu'il y ait eu d'annonce encore sur ce programme. Je ne crois pas, non. Franchement, il devrait courir. Je pense qu'il devrait logiquement courir 2 grands tours, et ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas le Tour de France dans le lot. Ça m'étonnerait que la Mitchelton l'aligne pas sur le Tour vu ce qu'il a fait cette saison. Et honnêtement, ça m'étonnerait qu'en 2 grands tours, il monte pas au moins sur le podium d'un des 2. Vraiment, j'ai du mal à imaginer qu'il baisse sensiblement de niveau, et je serais pas du tout surpris qu'il remporte un grand tour l'an prochain. Peut-être pas le Tour de France, mais sur la Vuelta quand même. Remettre ça sur la Vuelta, voire venir peut-être prendre une revanche sur le Giro. Mais bon, le Giro est peut-être là un peu refroidi, et même la condition météo, le rythme, effectivement un doublé Tour Vuelta, et voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, jouer la gagne sur les 2. Peut-être pas y arriver, mais jouer vraiment la gagne sur les 2. Ce sera intéressant. Très bien. Écoutez, je crois qu'on peut finir là-dessus. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver très bientôt de toute façon pour la suite de nos émissions thématiques. Prenez soin de vous d'ici là et à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.